Valente partiu, pé esquerdo, uma bomba! Gol! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat. Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission Quand on aime le foot, on parle foot. On est mardi, il est 21h, c'est la dernière de 2012. Oui, la dernière de 2012, après on passera en 2013. Ça sera une autre vie, un autre moment, enfin voilà, ça sera peut-être du... Si tout va bien. Si on est encore là. C'est peut-être ça. C'est, ouais, je sais pas, peut-être qu'on va mourir, je sais pas, peut-être un bus va passer, enfin, non, ou peut-être la fin du monde. Ah oui, j'avais oublié. Oui, c'est pour ça. Bon. Allez, vous les avez déjà entendus, mes chroniqueurs, Jean-Michel Badiane qui est là avec nous ce soir, Xavier et Julien. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Je fais d'énormes bisous à Thomas et qui ne peut pas être là ce soir. Et je dédicace cette émission à Émilie, notre chère chroniqueuse, notre très grande chroniqueuse. Voilà, on te fait d'énormes bisous et tu comptes toujours, tu seras toujours avec nous, voilà. On te fait d'énormes bisous, cette émission est pour toi. Et ce soir, notre invité est un ami de la famille, on le connaît très bien, hein, il est passé plusieurs fois dans Quand on aime le foot, on parle foot automatiquement. Sur FIFA 13, il est milieu défensif. Ouais, sur FIFA 13, tu peux l'acheter. Et oui, non mais attendez les gars. Vous rigolez, mais putain, c'est un joueur professionnel, les gars, ce soir. Arrêtez de... C'est-à-dire que sur FIFA 13, il est pas à Arles-Avignon, il est au Barça, peut-être, alors. Bah, sur FIFA, alors. Il se fait au Barça et ça marche très bien, hein, les gars. Milieu défensif, hein. En tout cas, il a joué aussi à Auxerre, à Bordeaux, et maintenant, il est à Arles-Avignon. Il a aussi l'Oscar du connard. Aussi, non mais ça restera entre moi et Jordan, mais c'est quelqu'un qui m'a donné le dossier. Et aussi sa quiche qui devient donc ça je sais pas trop ce que ça veut dire, peut-être que Jordan peut nous éclairer là-dessus. En tout cas, bonsoir Jordan Galtier. Bonsoir à toutes et à tous. Il y a des taupes dans le vestiaire apparemment. Ah ouais, il y a des taupes. Je sais pas si tu vas arriver à la dénicher. C'est quoi cette histoire de quiche en fait? Non, c'est comme je fais un peu de cuisine. Une fois j'ai voulu faire une quiche Lorraine, elle était vraiment pas bonne. Ok, la faute de ce soir. Jordan Galtier ne sait pas faire des quiches. Voilà, bon, enfin voilà, ça restera entre nous. Merci à Ludovic Butel. Voilà, je l'ai dénoncé. Tu dénonces la taupe, toi, c'est bien. Non, attends, je suis désolé les gars. Attends, l'autre il m'a envoyé 5-6 tweets dans toute l'après-midi pour que je dise ça ce soir. Bon, en tout cas. En tout cas, c'est bien badé. J'espère que Jordan, tu pourras le pourrir après. Il y a pas de souci. Ah, je lui mettrai 2-3 lucarnes, ça le calmera. Allez, c'est parti. Notre sommaire, premier débat, le choix de l'invité. Deuxième débat, notre choix. Et puis après, les pronostics. Ce soir aussi, un énorme big up aussi à Sport Spirit. Allez voir cette page Facebook, une très très bonne page et de très bons amis aussi qui viennent souvent sur Quand on aime le foot, on parle foot sur nos pages Facebook respectives. Merci à Thomas. Oui, il s'appelle Thomas aussi. Donc aussi, si vous voulez nous retrouver aussi tous nos podcasts sur YouTube, Quand on aime le foot, on parle foot. Et aussi sur Skype, si vous avez envie de réagir en direct, on aime foot auditeur. Et surtout, j'attends une certaine Lorelai qui devrait venir ce soir. Je la vois pas encore sur Skype, elle n'est pas connectée. Donc, Et je permets de dire, Christopher, on peut retrouver aussi sur rtsradio.fr tous les podcasts de toutes les émissions et notamment Quand on aime le foot, on parle foot. Tout à fait. Les deux, il y a 2 YouTube, exactement. Et puis aussi, sur Twitter aussi, on parle foot. Tout attaché bien sûr, donc n'hésitez pas à réagir à tous nos débats qui seront écrits. Julien sera là pour tout retransmettre en direct. Et si bien sûr, hein, n'hésitez pas, hein. Faut pas hésiter, surtout pas. Allez, c'est parti. Je crois que j'ai rien oublié. Non, c'est bon, c'est parti. Allez, donc Jordan a le choix ce soir. Premier débat pour toi. Paris-Lyon-Marseille, le retour de l'axe PLM. Est-ce que ça va durer? Ou sinon, la CAN peut-elle être un frein à recruter des joueurs africains? Quel est ton choix? Un peu d'exotisme, un peu de soleil, on va aller à la CAN. Non. Je suis dégoûté, moi. Justement, j'ai fait exprès, tu vois. Mais je m'en doutais. Mais c'est bon, c'est très bien la CAN. Attendez les gars, la CAN arrive. La S-CAN. Tu parlais de la S-CAN? Oui.
Non. Je parle de la Coupe africaine. On va revenir là-dessus. Donc la CAN peut-elle être un frein pour recruter ces joueurs africains? Donc on a eu dernièrement en début de saison là, il y a pas longtemps, notre consultant Christian Payan qui nous l'a dit, lui, que certains joueurs étaient justement bloqués à cause de ça. Donc ton avis là-dessus, Jordan, est-ce que c'est un frein pour certains joueurs et les clubs ne veulent pas les recruter? Oui, je pense sincèrement qu'il y a certains clubs qui regardent si les joueurs sont canables, comme on dit. Après, je pense que si les clubs souhaitent vraiment acquérir un joueur avec une origine africaine et une sélection africaine, il doit aussi surtout anticiper son départ possible à la CAN. C'est surtout ça. Alors oui, moi je pense que ça peut être un frein pour un club, malheureusement pour le joueur. Bah, je crois, Christopher, en plus, toi, qui est, on va pas trahir tout ça, mais t'es supporter lensois. Je crois que Lens, c'est une période, hein, ils avaient eu des soucis avec la CAN où ils avaient perdu énormément de joueurs. Donc peut-être qu'ils font plus attention à ça maintenant. C'est ça aussi. Hein. Ah ouais, non, mais c'est clair et net. On avait à un moment un gros souci. En tout cas, il y a Lens, mais cette année, il y a Marseille qui va peut-être perdre 2 joueurs. Hein. Mais attention, les gars, c'est que pour 3 semaines, 4 semaines à pousser, quoi. S'ils vont en finale, s'ils passent pas les tours, automatiquement, ça risque de bloquer. Jean-Michel, pour toi, est-ce que c'est vraiment un gros frein pour ces joueurs et ils vont pas trouver de club? En tout cas, pour cet hiver, il y a certains qui vont peut-être pas venir. Oui, c'est un petit peu compliqué parce que déjà on peut s'interroger. Bon, on le fait depuis quelques années sur la période à chaque fois de cette compétition. Ensuite, oui, forcément, ça, c'est un gros frein pour eux parce que soit il y a certains clubs qui sont clairs dès le départ et qui disent à ces joueurs qui sont sélectionnables avec leur pays que s'ils sont amenés à signer dans leur club, il faudrait faire l'impasse sur la CAN. Alors là, oui, là c'est compliqué, mais au moins le joueur sait où il va. Donc s'il décide de pas jouer la CAN et de signer dans ce club-là, tout est dit et tout est clair. Mais il y a d'autres cas aussi où il y a rien de dit, on n'évoque pas la question et à l'approche de cette compétition, sans mettre de pression aux joueurs, on lui fait comprendre qu'il serait préférable qu'il décline la sélection parce que à son retour, le statut qu'il a pourrait être différent. Et là, ça le met dans une situation qui est forcément inconfortable, quoi. Donc c'est pas facile à vivre, j'imagine, pour le joueur en question. Hein. Moi, j'ai une petite question, Christopher, je sais pas, ou Jordan, tiens, comme il a voulu me piéger en prenant ce débat. Est-ce que déjà, les clubs, ils peuvent refuser? Je pense pas que tu peux interdire à ton joueur d'aller à la CAN, par exemple. C'est interdit, ça. Non, c'est interdit. Je crois qu'un joueur n'a pas le droit de refuser une sélection nationale, quelle que soit la nationalité. Et sinon, il met un terme à sa carrière. C'est déjà arrivé, hein, plusieurs à la carrière internationale. Et est-ce que vous savez s'il y a des clubs qui sont pénalisés là, qui vont être pénalisés lourdement en janvier en Ligue 1, par exemple? Déjà Marseille qui va perdre 2 joueurs. Qui? Jordan Galtier, les 2 Ayou. Non, Jordan n'est pas. Ah, Jordan n'y sera pas, d'accord, ok, très bonne. Saint-Étienne, ils vont perdre Max-Alain Gradel qui part avec la Côte d'Ivoire et sûrement Fawzi Goulam qui va sûrement être sélectionné par l'Algérie. Alors il y a certains à Marseille qui auraient bien aimé que Caboret soit avec sa sélection, mais non, il sera pas sélectionné. Je crois que et puis c'est quoi son origine? Elle n'est pas qualifiée. Jean-Michel, tu voulais réagir, vas-y. Non. Ah d'accord. Ah non oui, parce que oui, par rapport aux joueurs qui avaient carrément arrêté leur sélection, on peut penser à Kevin Prince Boateng là du Milan AC qui a 24-25 ans et qui a mis un terme à sa carrière internationale. Donc c'est surprenant, mais bon, c'est le choix qu'il a fait. Ouais, puis tu parlais de la date, mais enfin, toi tu trouves que la date elle est mal située, mais tu voudrais que ça soit quoi, toi, plus en fin de saison? Oui, parce que de toute façon, quand il fait chaud, et puis je me dis qu'à partir du moment où on arrive à placer la Copa América sur la période estivale, on joue toutes les compétitions sur les périodes estivales, et il y a qu'avec la CAN où à chaque fois il y a le même problème. Alors j'imagine bien que
que les instances qui sont aptes à éventuellement à faire bouger les choses, eux ne voient pas le problème de la même manière, mais en attendant, chaque année on pourrait avoir le même débat parce que beaucoup de joueurs se retrouvent dans une situation compliquée, même s'ils n'ont pas le droit de refuser une sélection, même si leur club ne peuvent pas les empêcher d'aller en sélection. On sait aussi qu'il n'y a jamais un club qui te dit tu n'y vas pas, point, quoi. Mais lorsque le club te dit aussi à ton retour il peut se passer aussi beaucoup de choses et la situation qui est la tienne avant de partir ne serait pas forcément la même à ton retour. Moi, même si jamais été confronté à cette situation parce que je suis pas africain, je peux comprendre que le joueur soit amené à gamberger et à plus trop savoir ce qu'il peut faire, quoi. Ouais, et puis c'est surtout difficile pour un joueur de refuser parce que on sait l'attachement qu'ils ont et à juste titre pour leur pays d'origine. Après, pour un club, c'est compliqué de laisser partir son joueur parce qu'il va partir souvent durant 2-3 semaines, voire un mois pour ceux qui vont plus loin. C'est souvent des joueurs assez importants dans les effectifs. Et puis, il suffit que le joueur fasse une CAN pas très bonne et pour que ça lui fasse faire une fin de saison un peu compliquée sur le plan psychologique, quoi. Très bien. Et physique. Ouais. Donc, on a eu peut-être quelques petites réactions Twitter, Julien. Je te prends de court, hein, je suis désolé. Tu les inventes? Non, effectivement, on avait Jérémy. Non, il n'y a pas besoin de les inventer. On a déjà quelques réactions. Les gens nous suivent sur Twitter, c'est bien. On a Jérémy Battet qui nous disait qu'évidemment, quand on sait que les joueurs sont absents pendant un mois, les clubs ont forcément plus tendance à se poser des questions si jamais ils ont à trancher, par exemple, entre recruter un joueur africain et recruter un autre joueur d'une autre nationalité. C'est souvent un critère qui peut rentrer dans la balance. Et effectivement, ils pensent aussi que ça pourrait être bien de bouger le calendrier, comme disait Jean-Michel, de la mettre plus tard dans... On n'entend plus Julien. Ça a coupé. Mais on a compris ce qu'il voulait dire. Rappelez-vous, il y a 2 ans de ça, si je me trompe pas, la CAN a été bougée. Elle a été bougée en été. Je me rappelle pas de ça, moi. Ah si. Il y a eu justement la CAN a été complètement bougée. Si. Non mais faut regarder dans les archives. Mais la CAN a été bougée et ça n'a pas été reconduit parce que cette année, regardez encore, ça passera au mois de janvier. Comme il disait Julien, un mois, c'est pas un mois complet, et c'est vrai que des fois tu peux voir ton joueur qui revient 2 semaines après. Maintenant, c'est vrai, peut-être, nous on n'est pas joueurs pro, donc Jordan et Jean-Michel qui l'a été, il peut le dire peut-être, c'est que quand tu pars dans une compétition comme ça, déjà, tu quittes ton groupe dans lequel tu évolues, et puis tu peux revenir en plus un peu amoindré physiquement, puis un peu déçu de ta compète, et des fois le plus dur c'est peut-être de te remettre dans le bain quand tu reviens dans ton club. C'est pas tu reviens et puis d'un seul coup tu reviens à plein badin, quoi. Ouais, non mais c'est clair. Et puis surtout que ces joueurs-là peuvent être blessés, donc ça peut. Est-ce que toi tu penses, Jordan, que ça peut être un gros handicap cette CAN pour certains clubs? On a parlé de Saint-Etienne, on peut aussi parler de Sochaux qui va perdre de Bouze. Il y a d'autres joueurs aussi, il y a Belanda de Valenciennes aussi qui va perdre à peu près son meilleur joueur avec Kadir. Ouais, il y a Kadir, mais exact, très bien. Il y a Kadir aussi qui va partir de Valenciennes. Il y a aussi Belanda aussi qui va partir pour logiquement le Maroc, à moins qu'il refuse, mais comme le dit Jordan, on n'a pas le droit de refuser et logiquement il se prendra une amende et peut-être des matchs de suspension. Donc pour toi, certains clubs, cette Liga va en pâtir automatiquement, Jordan. Ouais, c'est un débat, c'est un très bon débat et c'est vachement compliqué. Voilà, je sais pas quoi dire. Bon, après, quand t'as un joueur qui part, même si c'est ton meilleur joueur, ça permet aussi à l'entraîneur de cette équipe-là à voir des jeunes ou des joueurs qui jouent un peu moins. Ça peut aussi révéler quelques nouveaux talents. Voilà, c'est peut-être pas plus mal. Après, voilà, le seul problème, c'est que le joueur il part à la CAN, soit il revient, il est extrêmement déçu, soit il est euphorique. Il faut faire attention aux blessures parce que on sait très bien que la CAN, les tacles, des fois, ça y va un peu plus fort qu'en Europe. Et puis les changements de climat aussi, quand tu reviens en France. Voilà, quand tu reviens en France au mois de janvier, que tu joues à Lens, à Nancy, à Metz et que t'as fait un mois
J'ai rien Au hasard. non, mais ou Paris. J'ai rien contre ces régions-là, mais que tu reviens d'Afrique, il fait, je sais pas, je suis pas un expert, doit faire 25, 30 degrés, voire plus. C'est vrai que, voilà, ça doit tirer sur les organismes, et je pense aussi, je pense que c'est beaucoup plus psychologique pour les joueurs. Je pense, par exemple, à un gars comme Aubameyang qui avait loupé son penalty avec le Gabon, je sais plus quand, et il avait lui-même avoué qu'il avait mis du temps parce que ça lui avait bouffé d'énergie mentale pour revenir, quoi. Donc, Et à ce compte-là, excuse-moi, mais est-ce qu'un joueur africain parti à la CAN doit alors s'économiser à la CAN pour être sûr de pas avoir de blessure et d'être performant dans son club, d'autant plus si on lui a mis la pression avant, est-ce que il peut pas se dire est-ce que j'aurais pas plutôt intérêt à faire gaffe à ce que je fais à la CAN, à pas trop m'engager, Ouais, mais non. etc. Dans ce cas-là, je pense que faut autant pas y aller, pas y quoi. aller. Voilà. Et je pense que quand tu vas surtout les Africains, je pense qu'ils sont attachés à leur sélection. S'ils vont là-bas, c'est souvent ils aiment leur club, mais donner tout pour leur nation, à mon avis, c'est ce qu'ils veulent faire. Je pense Et que t'entends Jordan. Hein. bien sûr, il faut surtout pas leur interdire d'aller à la CAN, c'est exceptionnel pour eux. Et puis c'est pas possible de y aller et puis de lever Ah non, le pied. mais sinon tu vas pas, tu restes à la maison, tu joues à FIFA. Hein. À FIFA, Non, tu mais- peux te reproduire la CAN. Non, mais c'est clair, t'as tout à fait raison sur ça. On peut pas faire, je pense qu'on peut pas faire de choix entre son club et la sélection nationale. Et à un moment, Je pense pas qu'on leur demande, hein, honnêtement. Hein. Ouais, bah oui, c'est clair. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Et puis il y en a certains, pour certains, ils attendent que ça depuis longtemps. Et Didier Drogba, on enlèverait cette CAN, je pense qu'il serait déçu automatiquement. Il pourrait pas y aller, il serait déçu, quoi. Ou alors, faut réunir un club et une sélection en même temps. C'est ce qu'ils font au PSG maintenant, c'est l'équipe du Qatar, par exemple. Ça c'est fait, voilà. Non, mais préfère le dire avant qu'on me le balance tout à l'heure. Non, voilà, tu anticipes. Alors pour toi, Jordan, la meilleure solution serait de déplacer cette CAN. Ben ouais, je rejoins Jean-Michel. Je pense que voilà, le mieux ce serait de mettre la CAN la période estivale, juin. Voilà, je pense. Après, je suis pas dans les instances. Mais... Il y aura peut-être le souci de l'euro quand il y a l'euro, une Coupe du Monde, quoi. Ce sera peut-être juste ça le souci. Ouais. Mais je pense que c'est d'ailleurs le principal argument de la mise en place de la CAN au mois de janvier, hein, il me semble. Ouais, bah bien sûr, parce que si on l'aurait mis cet été, il y aurait non, il y aurait rien. Mais non, mais s'il y aurait eu dans 2 étés, voilà, il y aurait eu l'euro et tout ça, mais automatiquement, voilà. On peut pas changer les choses et d'autres. Donc voilà, on sait que ça va pêcher sur cette Ligue 1. Donc j'ai l'impression que moi qu'il y a quand même, excuse-moi Christopher, il y a quand même moins de clubs qui sont sanctionnés qu'avant. Avant, je te dis, j'ai l'impression qu'il y a certains clubs qui ont perdu énormément de joueurs. Et là, j'ai l'impression que sur ce qu'on a cité, il y a, à moins qu'on n'a pas trop peut-être recherché ça, il n'y a pas des clubs qui vont être vraiment amoindris, énormes, en perdant 3-4 joueurs. Surtout que, comme tu dis, il y a certains clubs, un club comme Sochaux, un club comme Troyes, enfin ceux qui n'ont pas un gros effectif, qui sont en bas de classement. La perte de plusieurs joueurs, ça peut te flinguer la saison. Là, même un joueur, ça peut te faire mal, tu me diras. La Sochaux, s'il perd bout de bouse, dans l'effectif, ça fait un trou. Ah, mais c'est un joueur. Hein. Donc, on voit bien que on voit bien que on voit bien que cette année, en tout cas, les clubs ont pris le devant et on voit qu'ils ont assez vite réagi parce que moi j'ai recherché certaines choses et j'ai recherché rapidement, mais il y a 2-3 joueurs grand maximum dans certains clubs. Il n'y a pas une grosse hécatombe, comme tu le disais Xavier. Je me rappelle, oui, de Lens, une grosse hécatombe. On avait perdu 3-4 joueurs, c'était énorme. 3-4 joueurs sur un effectif, c'est gros. Ça, c'est clair et net. Donc on pourrait s'attendre à plein de choses. Donc, oui, vas-y, Jordan. Après, il y a peut-être aussi le niveau homogène des joueurs africains. Ils sont peut-être pas forcément aussi qu'en France. Il y en a aussi peut-être à l'étranger. Et ça, on sait pas combien de clubs étrangers seront touchés par les sélections de la CAN. Je crois que Gervinho joue à Arsenal. Il doit y en avoir pas mal en Angleterre aussi. Donc voilà, les joueurs africains maintenant sont d'un niveau international. Et ils sont pas forcément non plus basés qu'en France, quoi. Donc c'est peut-être un peu plus dispatché maintenant qu'il y a quelques années, en fait. Ouais, mais peut-être nous on voit ça un peu de notre œil français aussi, mais il y a aussi que peut-être que dans un club anglais, si tu perds par exemple comme tu parlais de Gervinho, bon même s'il fait partie des meilleurs joueurs de l'équipe, et ben peut-être ça se voit moins que dans un club de Ligue 1 où les effectifs sont plus limités, peut-être. Tu vois. Ah, c'est sûr. Ouais, non, on voit qu'il peut avoir une sacrée différence. Mais on voit que les clubs ont pris un ou deux
joueurs qui pouvaient être sélectionnés pour cette CAN et beaucoup moins qu'avant. Comme tu le dis très bien, Jordan, ouais, c'est clair qu'il y a l'Angleterre, il y a aussi l'Espagne, mais il y en a beaucoup. Enfin, c'est dispatché. Voilà. Je pense que cette année, ça a été bien fait. En tout cas, la France a bien pris les devants. C'est aux dirigeants aussi de bien gérer ça, hein, tu me diras. Hein. Mais oui, tout à fait, ça c'est clair. Il y a des années où ça a été très mal géré sur certains clubs. Cette année, en tout cas, ça a bien été géré. L'OM ne perdra pas Caboret, donc tout va très bien, ça va. Ils vont pouvoir gérer correctement. Par exemple, Saint-Étienne, ils ont pris en doublure Bréson parce qu'ils savaient que Fawzi Goulam allait sûrement aller à la CAN, quoi. Ah ouais, Donc, de ce côté-là, numériquement, après qualitativement on verra, mais quand numériquement il est remplacé, quoi. Non, mais les clubs ont assez de niveau actuellement pour pouvoir s'acheter un ou deux joueurs voilà, comme tu le dis, pour des remplacements. Et cette année, en tout cas, ça n'a pas été une grosse hécatombe. On entend très peu parler, mais voilà, comme on dit, il y a des années où il y a eu des grosses hécatombes et on entendait tout le temps parler, et ces clubs-là justement chuter au classement parce que c'était leurs meilleurs joueurs qui étaient au poste. Donc automatiquement, on mettait des jeunes ou des joueurs qui jouaient un peu moins. C'était un peu plus complexe. Et toi, du côté du Paris FC, Jean-Michel, est-ce qu'il y en a qui vont partir à la CAN? Tu sais ou tu sais pas? Non, il y en a peut-être pas, non? A priori, non, je vois pas comme ça, mais non, a priori, non. Ils sont très jeunes, donc ils sont souvent sélectionnables, mais avec les équipes de jeunes, donc je sais pas s'il y a une compétition à leur niveau au mois de janvier. Je crois pas, non. Ok, très bien. Et toi, Jordan, on va finir là-dessus. Toi, tu connais des joueurs qui vont partir en sélection ou pas? De ton côté de Arles Avignon? Il y a des joueurs qui sont sélectionnables, mais il me semble qu'ils ne seront pas sélectionnés. Il y a par exemple Bakary Soro, un Ivoirien qui a déjà fait plusieurs sélections avec la Côte d'Ivoire. Mais il y a aussi Draman Amidou qui a été élu joueur ghanéen il me semble, de la Coupe du Monde 2006, il me semble, ou de la CAN, je sais plus. Mais je pense pas qu'ils partiront. Et on devait avoir deux joueurs guinéens, donc le gardien Yatara et le défenseur central Mara qui aurait dû partir avec la Guinée, mais malheureusement, ils se sont pas qualifiés, quoi. Et ben voilà, on sait tout. Et moi, j'ai reçu encore un tweet d'une certaine autre personne qui me disait que la quiche, c'est pas du tout pour ça. Alors Jordan, tu nous avances qui en tout cas, il a notre écoute, lui. C'est marrant, je m'en doutais, moi. Il est au taquet, le mec, il est derrière son ordi. Dès qu'il y a un faux pas, il est là pour m'envoyer un tweet. Je suis désolé, mais je suis obligé de le reprendre. Ouais, je peux pas dire ça à 1 heure de grande écoute. Ah, d'accord, ok. Le salaud. De toute façon, je le saurais, je le marquerai sur Facebook s'il faut. Ouais. Non, je rigole, bien sûr. En tout cas, il me dira en off et je vous ferai partager, mes chers chroniqueurs, bien sûr. Je suis obligé, mes chroniqueurs sont obligés de partager avec moi. Allez, on se retrouve juste après ça pour le deuxième débat qui sera sur les Stéphanois. Et justement, Jordan Galtier, là, sera à Sermon. Tous les mardis, de 21h à 22h, quand on aime le foot, on parle foot, arrive sur les antennes de RTS, avec des invités de marque. Mathieu Séville, ici Ludovic Joly, ici Wagnu Eloi, ici Franck Signorino, ici Amélie Fabriès, ici Galtier Jordan, ici Babian Jean-Michel. Quand on aime le foot, on parle le foot, et je l'écoute sur RTS Radio. Football, un média créé par des supporters. Articles, interviews et encore plein de choses à découvrir sur Football. Venez découvrir football.com. Tout le monde s'en foot.fr avec des chroniques, des pronos. Tout le monde s'en fout, mais on le dit quand même. Jeunefoot.com. Publiez votre article, toutes les actus foot, Ligue 1 et Ligue 2 et plein d'autres blogs. Jeunefoot.com. Allez voir ce site. Allez, tout de suite, nous retrouvons Christopher et ses chroniqueurs pour le deuxième débat. Allez, c'est parti pour le deuxième débat. Deuxième débat, comment expliquer les difficultés des Stéphanois dans le match face à Lyon et après le derby, on l'a vu. À Lyon, ils ont perdu, à Saint-Etienne, ils ont perdu 1-0 contre Lyon. Bordeaux-Saint-Etienne, qui était un match soporifique, 0-0. Non, je suis pas d'accord du tout, ça. Ah, moi, je me suis fait chier. Et Saint-Etienne-Lorient. Et Lorient qui a été énormissime sur ce match, 2-0. Très beau match. Moi, j'ai mieux aimé ce match-là, en tout cas. Donc, clairement, les Stéphanois sont 8e. Pour toi, Jordan, d'où vient cette descente
cette descente bizarre Aux enfers. après ce derby. Ouais, non, pas cette descente aux enfers, parce que je pense que ça serait trop gros, hein, 3 matchs. Mais cette descente bizarre, une descente 8e, enfin la Ligue 1, on sait ce que c'est, mais. Vas-y, éclate-le, Jordan. Vas-y, Jordan. Premièrement, c'est dû à la qualité des adversaires rencontrés. Déjà, premièrement, Lyon est une équipe d'expérience, c'est une très belle équipe avec des joueurs qui sont au niveau international. Ensuite, Bordeaux, qui est une équipe extrêmement difficile à jouer, d'autant plus sur un terrain qui était gorgé d'eau. Et là où je te rejoins pas spécialement, c'est que j'ai trouvé des Stéphanois hyper intéressants contre Bordeaux. Ils auraient dû l'emporter logiquement s'ils avaient mis leurs occasions au fond, ce qu'ils n'ont pas fait. Je crois que Stéphane Ruffier a pas dû faire un arrêt du match. Pour ce qui est du match contre Lorient, là je suis obligé d'admettre que Lorient a été supérieur à Saint-Étienne. Alors moi je pense honnêtement que c'est surtout un problème physique. Je pense qu'ils tirent sur la corde depuis le deuxième match contre le PSG. Ils ont quand même joué le PSG 2 fois en 21 jours, je crois, il me semble, ou quelque chose comme ça. C'est des matchs qui puisent mentalement, qui puisent physiquement. En plus, le deuxième match, ils ont joué 120 minutes. Ils ont enchaîné après le mercredi, ils ont enchaîné le samedi. Voilà, Puis ils ont aussi 2-3 blessures qui ne permettent pas à l'entraîneur de faire quelques rotations qui voudrait faire pour faire souffler quelques cadres. Voilà. Après, dans cette Ligue 1, on peut voir qu'il suffit de gagner 2 matchs pour être 3e ou d'en perdre 2 pour être 8e. C'est quelque chose de totalement fou. Je vois Nice qui est 4e, il me semble. Il y a 2 journées, ils étaient 11 ou 12e. Donc voilà, il faut pas s'alarmer plus que ça. Moi, je crois beaucoup en cette équipe par rapport à l'état d'esprit, puis par rapport à tout le début de saison qu'ils ont fait, ça va revenir. Alors, est-ce qu'il faudra peut-être ajuster 1 ou 2 joueurs au mercato? Ça, je laisse aux personnes compétentes le choix d'en décider. En parlant de mercato, on a Jérémy Battet sur Twitter qui taquine un peu, qui nous dit que lui, les grosses difficultés de Saint-Étienne, c'est surtout la présence de Brandao qui y fait. Mais paradoxalement, je sais que ça, moi je l'ai entendu plusieurs fois et beaucoup le disaient sous un ton moqueur, mais moi je pense que c'est aussi le cas parce que comme le disait Jordan, et là je le rejoins totalement sur le problème physique des Stéphanois. Lorsqu'on analyse leur jeu, que ça soit Gradel, que ça soit Obama, que ça soit Mouma, même leur milieu de terrain, c'est un jeu qui est basé sur le mouvement, sur la recherche de profondeur. Donc qui dit profondeur dit beaucoup de courses. Et Brandao permettait souvent à Obama, même si parfois il était obligé de décaler sur un côté, il le soulageait quand même parce que c'est un point de fixation, quelqu'un qui garde les ballons, qui permet à un bloc de remonter. Donc beaucoup s'en manquent, mais je pense que Brandao ferait beaucoup de bien à beaucoup d'équipes de Ligue 1, quoi. Ceux qui s'en moquent sont ceux qui n'ont jamais pratiquement mis un pied sur un terrain de foot. Ouais. Tu sais très bien Jean-Michel que si tu avais un attaquant comme Brandao, t'as dû en avoir dans ta carrière. Moi qui te regardais quand j'avais 10 ans ou 11 ans à l'époque au centre. Non, mais non, je regardais les classicos au centre, donc voilà. Mais un attaquant comme Brandao, ça use pendant 60-70 minutes, et tu es bien d'accord. Oui. Ah oui, non, c'est clair. C'est pour ça que je pense que c'est un tout qui fait que peut-être, je pense, sur le plan physique, ils pêchent un peu, ils sont un petit peu dans le dur. Mais sur le match, entre le match qui joue contre Lyon, le match qui joue à Chabandelmas à Bordeaux et le match à la maison contre Lorient, le contenu n'est pas le même et on peut pas vraiment faire la même analyse sur les 3 matchs, quoi. Même si malheureusement pour eux. Je suis totalement d'accord avec toi. Et puis là, dimanche, ils jouent à Marseille. Donc tu vois le mois de. Ouais, c'est un mois de folie, ouais, c'est sûr. Maintenant, moi, sur ce que tu dis là, sur l'effectif de Lyon, mais on aurait pu y croire si face à Paris ils avaient pas réussi, mais ils ont battus au Parc. Après, ils ont battu à Saint-Étienne, enfin au tir au but. Donc moi, j'ai plutôt l'impression qu'ils ont un petit coup de mou là. Et c'est marrant, moi Saint-Étienne, j'y croyais un peu, et t'as l'impression qu'ils ont toujours du mal à monter un palier plus haut. Et là, en plus, le match contre Lyon, ils ont un petit peu allumé avant le match. Ils ont perdu le match en plus, alors que Lyon était à 10. Je pense quand même que ça leur a mis un petit coup au moral. Après, Lorient, faut admettre une chose, comme il dit Jean-Michel, les 3 matchs sont pas comparables. Et Lorient, moi, j'aurais quand même tiré un coup de chapeau à cette équipe-là, parce que franchement, tous les joueurs qui perdent, le jeu qu'ils pratiquent, ils s'en sortent bien. Gourcuff à chaque fois. Moi, franchement, je suis admiratif de l'équipe de Lorient, moi, franchement.
Ouais, mais ils ont des joueurs, ils ont des joueurs de ballon, Lorient. Ils ont le petit Enzo Real que moi j'ai joué l'année dernière en Ligue 2, qui était à Boulogne-sur-Mer, qui est pour moi un phénomène. Mais bon, en France, on n'aime pas trop ce genre de joueur un peu petit, hein, d'accord? Ouais, mais il est vachement technique, c'est vrai Vachement technique, il a impressionnant. une qualité de passe, il cherche toujours les intervalles. Ils ont un mec comme Jérémy Aliadière devant qui fait des appels extraordinaires. Ils ont Alain Traoré qui est pas mal. Enfin non, et encore il y avait pas Jouffre, il y avait pas certains cadres. Voilà, Même après pire on peut d'ailleurs pas avec la blessure de Traoré, hein, ça va être un assez gros coup dur pour eux. Il va peut-être d'ailleurs pas pouvoir disputer la CAN. Après c'est vrai que Saint-Etienne est un club avec une ferveur extraordinaire. Moi j'y suis allé pour le derby, j'y suis allé la veille et voilà, c'était quelque chose. Il y avait une telle pression autour parce que peut-être c'était l'année où les gens s'attendaient le plus à une victoire de Saint-Étienne ou du moins l'espéraient le plus. Mais alors est-ce que les joueurs sont un peu inhibés? Est-ce que après quand on compare les effectifs, on sent que l'effectif de Lyon a quand même en moyenne plus l'habitude de ces grands rendez-vous pour l'instant que ceux de Saint-Étienne. Je vois des Bafé Gomis, des Réveillères, des Lovren, des Gonalons malgré son jeune âge, des Bastos. C'est des mecs qui en ont joué peut-être déjà 5, 6, 7, 8 des derbies. Tandis que à Saint-Étienne, il y en a pas tellement qui ont joué des derbies. Des vrais derbies en professionnel, pas en jeune. Et voilà. Justement, on va revenir là-dessus sur ce derby. Est-ce que ce derby, comme l'a dit tout à l'heure Xavier, c'est très bien, il l'a lu dans mes pensées. Est-ce que ce derby a plombé le moral de ces Stéphanois? On peut revenir aussi sur ce match-là. Un match quand même, on va pas se le cacher, assez terne en première mi-temps. C'était vraiment, on attendait les deux équipes qui s'attendaient. Et une deuxième mi-temps un peu plus poussive. Alors, donc c'est pour ça que je reviendrai là-dessus. Moi, je veux juste dire un petit avis sur le truc parce que vous êtes tous d'accord en disant que les Stéphanois sont fatigués. Ça, non, j'ai pas dit ça. Moi. Non, moi j'ai l'impression justement. Moi j'ai l'impression que mais déjà parce que bon certains s'étaient un peu enflammés. Saint-Etienne PSG en coupe, ça n'avait pas été un super match. Bon, ils gagnent au tir au but, et Paris a raté énormément de buts, donc voilà, t'as qu'à les mettre les buts, sinon bah voilà, après tu perds le match. Et au parc, ils ont quand même assez. Moi j'ai l'impression que Saint-Etienne, l'image que j'ai, d'ailleurs c'est ce qu'on reproche souvent. Ils disent que c'est plus une équipe qui, même s'ils sont très bons en contre-attaque, c'est une équipe qui est solide, qui mise un peu sur la solidité et placer des contre-attaques. C'est ce qui avait fait mal au PSG d'ailleurs au parc. Non, c'est totalement faux cette analyse, elle est totalement fausse. On l'entend beaucoup même des journalistes sur les radios générales. Hein. Tu l'entends ça aussi, non? Oui, mais c'est pas nouveau que les journalistes sur les radios générales sont mauvais. Hein. Bon voilà, ça c'est fait, voilà, ça c'est rangé, voilà. Allez, hop, RMC, RTL, au revoir. Non, mais c'est vrai. Comment cette image je regarde tous les matchs de Saint-Etienne. Après, je suis peut-être pas le mec le plus objectif. Évidemment. Est-ce que tu es vraiment objectif ou c'est quand même une équipe toi c'est pas un défaut, c'est une équipe comme Bordeaux souvent on le dit, une équipe qui mise avant sur la solidité, mais c'est pas une équipe qui va prendre le jeu à son compte, qui va faire qui va attaquer le match à bras le corps. D'ailleurs contre Lyon, ils l'ont pas fait. Toi ils l'ont fait justement, ils l'ont fait les 10 premières minutes, après ils ont justement baissé le pied. À Paris, je me souviens du match à Paris en championnat où Saint-Etienne sortait le ballon mais c'était fluide. Alors après ils avaient pas le Obama devant, donc c'était un peu plus compliqué. Mais le match contre Bordeaux, ceux qui ont regardé le match contre Bordeaux, c'est Saint-Etienne qui avait le ballon tout le long. Bon, contre Lorient, c'était Lorient, mais c'est des équipes qui se valent à peu près sur la possession de balle. Et tu regardes tous les matchs de Saint-Etienne, par rapport à il y a 1 an ou 2 ans, là, je t'aurais dit, voilà, Saint-Etienne, c'est une équipe qui... Cette année, ça a vraiment changé. Cette année, ça a vraiment changé, notamment avec ce milieu à 3, avec des mecs comme Lemoine, Guilavogui, Coad, et surtout Jérémy Clément qui fait un travail extraordinaire. C'est peut-être pas encore, vraiment criant comme image, mais en tout cas je sais que ça travaille dans ce sens-là et ça moi je le vois. Et après c'est vrai qu'il y a des matchs où ça m'énerve parce que ils perdent et que voilà, ça m'énerve quand ils perdent, c'est normal, mais ils essaient quand même toujours de produire du jeu. Alors comme a dit Jean-Michel, c'est un jeu basé sur la prise d'espace, le mouvement, et puis maintenant ils sont observés, donc les équipes qu'est-ce qu'elles font? Boum, elles se mettent dans leur camp, elles ferment les espaces à Obama et puis c'est fini. Donc ce qu'ils disent les journalistes, toi tu trouves que tu dois conduire si t'écoutes certaines radios alors? Mais je les écoute plus, moi je lis même plus l'équipe, je fais plus rien.
Mais ne pensez-vous pas, vas-y. ne pensez-vous pas justement, comme nous suggère d'ailleurs Jérémy, que pour prendre le jeu à son compte, Saint-Etienne n'aurait pas besoin finalement et n'est pas en manque d'un vrai numéro 10 capable de faire la différence. Effectivement, ils ont Jérémy Clément à la récupération qui est juste extraordinaire, qui fait un boulot énorme. Et il manque-t-il pas quelqu'un devant pour faire le lien justement entre par exemple ce milieu à 3 et l'attaque? Ben, il y a Coad qui a été recruté pour ça. Ouais. Alors est-ce qu'il fait une bonne, une moyenne ou une mauvaise saison, ça je sais pas, c'est pas à moi de juger. Voilà, il était là pour remplacer Monsieur Batles qui a pris sa retraite sportive, qui a été un excellent joueur jusqu'à sa dernière apparition sur le terrain. Je ne pense pas, parce qu'il joue à 3 milieux. T'as des mecs comme Lemoine qui sont excellents, t'as des mecs t'as aussi Guy Lavogui qui se projette très vite vers l'avant. C'est sûr que c'est pas des vrais numéros 10 dans l'âme, mais c'est pas mal. Je trouve les critiques quand même assez sévères sur Saint-Etienne. Voilà. Et d'ailleurs, par contre, faudra que tu dises au président de Saint-Etienne, je crois que c'est Cayazo qui avait dit la différence entre Vercoutre et Ruffier, c'est qu'il y a une De Chaux et une Ferrari. Il aurait mieux fait de dire ça avant le match à Paris, parce qu'en général, Ruffier contre Paris, il est toujours énorme. Et c'est le jour où pour le match Saint-Etienne-Lyon, il dit ça, et c'est le jour où il se trouve un peu sur le but, et faut avouer que là, sur le coup, il a pas eu le cul, quoi. Ouais, mais Non, mais- bon, après, c'est du folklore c'est les folklores du derby, c'est comme ça. Ouais, il y a toujours des attaques personnelles. Ouais, puis ça Donc, amuse est-ce les que- radios. Alors, est-ce que ce derby a plombé le moral de Saint-Etienne ou c'est plutôt physique pour toi, Jordan? Moi, je pense que c'est physique. Après, les joueurs sont conscients que c'est un match un peu spécial. Ils en sont extrêmement confiants. Moi qui ai passé la veille de match avec eux, je peux vous garantir qu'ils en sont conscients. Je pense que c'est vraiment physique. Les joueurs se disent on a perdu 3 points contre Lyon, voilà, ça fait un peu chier, mais il y a un match retour aussi. Faut pas non plus faire une fixette sur ce match contre Lyon. Puis ils sont qualifiés aussi pour la Coupe de la Ligue en demi-finale, donc c'est une occasion pour eux de gagner ce match et d'aller au Stade de France. Moi, quitte à choisir, je préfère perdre le derby et aller au Stade de France. Hein. Voilà. C'est clair, c'est sûr que là après c'est un match, mais un match important aussi pour le peuple vert, donc c'est pour ça que ça ressort Ouais, hein. toujours, les médias C'est vrai que- le font ressortir. Et Jean-Michel, c'est vrai une petite que question. une finale au Stade de France, il court depuis longtemps après. Bien sûr, ils ne sont jamais allés Saint-Etienne au Stade de France. À part pour un vieux match, tu vas te dire encore que t'étais trop jeune, voilà, Red Star Saint-Etienne. Ça dépend en quelle année, dis-moi. C'était en 2000, il me semble. Ouais, bon, ça va encore. T'étais en maternelle, non? Ouais. Ouais, ça rappelle pas, je suis désolé, Xavier est vieux. Hein. Jean-Michel, est-ce que tu penses pas que justement la Saint-Etienne est sous-estimée en Ligue 1? Sous-estimé, je sais pas, parce que lorsque ça allait pas bien, mais en tout cas mieux sur le plan comptable, je pense que le groupe stéphanois a reçu les éloges qu'il méritait. Maintenant, c'est vrai que depuis que c'est un petit peu moins bien, je trouve les critiques en général un petit peu sévères. On a tendance, quand je dis on, c'est la presse ou même parfois un peu l'opinion publique à vouloir tout remettre en cause, alors que Ou Christopher. alors que je sais pas, bon, enfin quand j'analyse les matchs de Saint-Étienne, mais c'est valable aussi pour Lorient qui a connu une situation à un moment donné où il était un peu plus dans le dur. Paradoxalement, c'est deux équipes qui se rejoignent dans mon analyse. J'étais pas vraiment inquiet, quoi, parce qu'il y a une base, il y a des acquis. Après, forcément, à un moment donné dans votre saison, vous vous retrouvez dans le dur sur le plan physique. Et là, c'est pas évident, mais l'important c'est de faire en sorte qu'il dure le moins possible. Mais moi, je suis pas inquiet, quoi. Je me dis, ils sont peut-être 8e aujourd'hui, mais bon, ça va assez vite dans cette Ligue 1. On a pu le voir avec certains clubs qui ont fait des remontées comme Nice, comme Lorient qui sont dans le haut du tableau maintenant. Et puis ils ont une demi-finale de Coupe de la Ligue à jouer, donc c'est encore une possibilité de titre à prendre. Ils n'ont pas encore démarré leur Coupe de France, comme tout le monde d'ailleurs. Pour moi, je suis pas inquiet sur la saison stéphanoise, quoi. Enfin, pas encore, quoi. Non, ce qu'il y a, c'est surtout qu'il y a une enflammade, je pense souvent, parce que Saint-Etienne, il y a la ferveur populaire, et je crois qu'il a l'image, bon, à part à Lyon. Il n'y a pas d'enflammade, Xavier. Il y a pas d'enflammade. Non, c'est pas ça que je veux dire, c'est qu'il y a une passion. Saint-Etienne était 3e automatiquement. Ouais. On les voit. C'est pas ça que je voulais super dire. bien. Automatiquement, ils font un très beau jeu. Ils ont un très beau jeu. Et d'un seul coup, ils sont tombés, bien sûr. C'est pas ça que je voulais dire, Christopher. Je veux dire, il y a de la passion, et même c'est un club qui est quand même, comme je disais, à part à Lyon, où
bon, on n'est pas très fan de Saint-Étienne. C'est un club qui est assez, qui a une bonne image, et donc on a toujours envie, ou alors, voilà, comme qu'ils aillent en finale Coupe de la Ligue ou Coupe de France, que le club reprenne, quand il s'était qualifié pour l'Europa League, tout le monde était content, et on a tous envie que Saint-Étienne arrive un peu à retrouver le haut niveau. Et on a l'impression qu'ils ont du mal à passer un palier, c'est tout. Mais moi, je suis pas inquiet pour leur saison. Là, ça dépend du dernier match, mais il est positif. La première partie de saison, elle est positive. Hein. Forcément, il y a une attente. C'est normal, quoi. C'est un club qui a un vécu, et ce qu'il faut comprendre, c'est que là, sans mouiller pour rien, je pense que l'ensemble de l'effectif a envie de se construire un présent similaire aux anciens qui ont fait la gloire du club. Maintenant, moi, je suis vraiment pas inquiet, quoi. Je peux me mouiller aujourd'hui, je pense que Saint-Étienne fera dans les 5. Après, à quelle place, après, à quelle place, je sais pas, mais, je pense qu'ils feront dans les 5. Après, ça va être de voir où, mais je peux prendre les paris. Faut pas oublier aussi que Saint-Étienne a commencé le championnat avec 2 défaites. Avec, la défaite contre Lille à la maison et le 3-0 à Toulouse. Et puis après, souvenez-vous qu'ils ont fait aussi un match contre Sochaux où Pouplin a sorti, 800 millions de ballons. D'ailleurs, je l'ai plus revu faire un arrêt depuis ce jour-là, ce mec. Et contre Vous avez pris conseil sur Ludovic Butel, c'est pour ça. Et après, ça allait mieux, et après, Butel, il est parti automatiquement, il pouvait plus trop l'aider. Ah, ben voilà, il fallait tout me dire aussi. Non, mais voilà, il a fait un super match, et ils auraient dû l'emporter, tu vois, avec 2 points, je regarde le classement, avec 2 points de plus, Saint-Étienne serait à la hauteur de Nice. Regarde, moi je regarde Valenciennes, ils sont 10e maintenant, il y a 2 ou 3 journées, ils étaient 3e, 4e. Ouais, c'est vrai. Ouais, et justement, on avait reçu... Tout le monde s'enflammait sur Valenciennes, et puis j'entends pas de critiques envers Valenciennes maintenant. Voilà. Ouais, voilà, c'est exactement ça. C'est très très bien d'avoir dit ça. Justement, je voulais revenir un peu sur ce Valenciennes, justement, qui était au top, qui justement, pourquoi était bien, pourquoi on en parlait aussi. Il faisait des cartons pleins contre des grosses équipes, et des 4-0 et des ceci, des cela. J'en reviendrai pas sur tous les scores, mais il y a eu beaucoup de choses. Donc Saint-Étienne était là aussi présent dans le haut du classement, ce qui fait qu'on parle beaucoup de Saint-Étienne, et maintenant un peu moins, et là on les descend sur 2-3 matchs en tout cas. En tout cas, est-ce que vous pensez qu'avec avec ce qu'on a vu ces derniers temps avec Saint-Étienne, est-ce que vous pensez qu'ils ont les épaules pour aller sur ce podium? Alors Jean-Michel parlait dans les 5 premières places. Est-ce que toi, Jordan, tu penses qu'ils peuvent aller sur le podium en fin de saison? Il va dire champion, lui. Il va dire champion. Non. Quoique. Non, je déconne. Faudrait qu'il parie tous les matchs. Franchement, honnêtement, le podium, la première place sera pour Paris ou Lyon, la seconde, sera pour Paris ou Lyon, mais, le podium, c'est extrêmement compliqué. Ça sera extrêmement compliqué. Je pense honnêtement qu'il y a des équipes qui sont plus armées et qui ont surtout beaucoup plus d'expérience sur le long terme pour, Dis-moi pas que Marseille est plus armé quand même que Saint-Étienne. Arrêtez, les gars. Mais le 11 typique, le 11 titulaire de Marseille est plus armé que Saint-Étienne. Alors est-ce que les 16 après le reste, le banc, est-ce qu'ils sont je sais pas, est-ce qu'ils sont armés l'OM ou pas? Mais Marseille sont blessés, est quand même plus armé que Saint-Étienne, quoi. C'est avec un Gignac en forme, un Rémi en forme, ça me paraît un peu plus costaud. C'est que Rémi il est pas en forme, hein, Rémi. Non, mais moi, justement. T'as Diawara, t'as Nkoulou, t'as Fanny, t'as Caboret, t'as Barton, t'as Valbuena qui fait une saison extraordinaire. C'est bien que tu viennes là-dessus d'ailleurs, parce que bon, Jordan a décidé de pas prendre le débat de PLM, et tu parlais du podium, justement. Moi, mon pari, s'ils étaient pas sur le podium, je pense que alors là, il y aura une grosse anomalie. C'est marrant, Lyon, j'ai l'impression, je les vois pas descendre du podium. Et la petite question, ça sera peut-être pour Marseille, parce que Marseille, tu te demandes, parce que sur les derniers matchs, ils prennent une raclée chez eux face à Lyon. Le match d'avant, c'est match d'avant, c'est Lyon. Là, c'était face à Lorient. À côté de ça, ils vont gagner à Brest, qui avait pas perdu un match chez lui. Là, ils ont été gagnés à Toulouse. À Bastia, ouais, t'as du mal à suivre Marseille. Alors, tu te demandes. Alors, la question, c'est s'ils ont des blessés ou pas. Parce que s'ils ont des blessés, ça va se compliquer. Mais voilà, Xavier qui intervient au bon moment. Vas-y, je te laisse finir. Merci. Mais voilà, c'est ça que je voulais dire. Ce que j'ai dit avant, c'était nul. Non, mais c'est très bien ce que tu viens de dire. C'est très bien. S'ils ont des blessés, c'est ça la question. Maintenant, c'est vrai qu'on a l'impression que ces trois-là, il y a un petit trou qui s'est fait. Bon, ouais, ça va vite, hein, le championnat. Mais on a l'impression que ces trois-là, ça peut être le podium. Mais Marseille, c'est peut-être la question s'ils ont un blessé, si ça tourne un peu moins bien.
Et parce qu'il y a quand même, on voit que dès qu'il manque un ou deux joueurs sur le banc, c'est plus pareil. On a vu en Europa League. Mais Saint-Étienne, je pense le potentiel est un peu en dessous de Marseille, mais pas sur tout l'effectif, sur les 11 peut-être. Non, mais moi, je vais revenir sur ce que tu disais, Xavier. C'est exactement ça, exactement ça. Moi, je pense que Marseille cette année ne sera pas troisième, parce que tout le monde les attend troisième, parce qu'ils font une très bonne saison. Moi, je les attends pas troisième. Pourquoi? Parce que il y aura des blessés. Gignac est un peu un joueur de cristal, parce qu'on sait qu'avec les problèmes qu'il a, et un peu comme Gourcuff, il se blesse un peu tous les 4 matins. Moi, j'ai peur que Gourcuff, que Gignac se blesse plus souvent. Ayou l'autre frère va partir à la CAN, automatiquement ils vont perdre un joueur. Et derrière, sur le banc, ils sont loin d'avoir du monde. Valbuena un peu moins en forme, automatiquement, l'équipe est un peu moins en forme. On l'a vu sur ces derniers matchs. Et voilà, Valbuena énorme va avoir un super match, et quand on a Valbuena un peu moins bien, il n'y a pas que ça, bien sûr, hein, mais il y a d'autres joueurs. Mais voilà, un Caboret qui est complètement à l'ouest va se prendre un rouge, automatiquement va mettre en difficulté Marseille. Il y a plein de choses qui peuvent se passer, mais moi personnellement, je mettrais pas un billet sur Marseille pour être troisième, je mettrais plus un billet sur la SSE. Je les vois mieux gagner, ils ont un meilleur banc, en tout cas, même s'il y a un joueur qui peut être blessé, automatiquement ils ont la capacité de le remplacer. Et ils travaillent un peu dans l'ombre aussi, il faut pas le cacher aussi là-dessus, même s'ils sont un peu plus médiatiques avec ces derniers trucs, ils travaillent un peu plus dans l'ombre que Marseille, ils travaillent un peu moins dans l'ombre. Donc c'est un peu plus facile ça aussi, médiatiquement. Et ils ont ça, je pense que Jordan pourra nous rejoindre peut-être là-dessus, mais ils ont quand même un groupe Saint-Étienne qui commence à bien prendre forme. En tout cas, moi sur le terrain avant le match de Lyon, moi j'ai vu un super groupe qui avançait ensemble, qui a une capacité énorme. Certains joueurs qui sortent du lot, mais en tout cas moi, je mets un gros pari en tout cas sur. Tu auras un début de réponse dès dimanche, parce que là il y a combien de points d'écart entre Marseille et Saint-Étienne? Si Saint-Étienne perd à Marseille, Saint-Étienne est à 27 et l'OM à 35, je crois. Voilà, si là ils perdent à Marseille, Saint-Étienne, ça fait beaucoup de points d'écart quand même. Bon, ça peut aller vite, mais là ils pourraient faire le trou. Marseille s'il gagne juste avant la trêve en plus. Ces derniers matchs. Je pense que le groupe de Saint-Étienne est peut-être un peu plus homogène. Il y a peut-être un peu moins de talent qu'à l'OM intrinsèquement, mais voilà, l'OM ils ont pratiquement que des internationaux aussi. Oui. Ils ont beaucoup d'internationaux. Saint-Étienne ils en ont pas des masses non plus. Mais c'est un groupe qui vit extrêmement bien ensemble. C'est un groupe qui est voilà, on a l'impression que c'est une équipe de potes qui se rencontrent, qui jouent ensemble tous les dimanches, comme ils pourraient jouer les mecs en district. Les mecs s'entendent super bien ensemble, et je pense que c'est pour ça que je suis pas inquiet non plus par rapport à leur saison, parce qu'ils ont un état d'esprit irréprochable. Et moi, pour moi, ça c'est la base du football. Donc je pense qu'ils peuvent faire quelque chose, mais le podium quand même, ce sera compliqué. Ils ont 8 points d'écart. Ouais, voilà, 8 points d'écart, c'est beaucoup. Puis j'ai beaucoup de. Moi, j'avais déjà dit au début de saison, attention à Bordeaux. Je doute beaucoup, je crains ce Bordeaux et son entraîneur, Francis Gillot, qui est pour moi un des entraîneurs les plus sous-cotés, du championnat français. C'est un mec qui a des résultats partout où il passe et qui a une qualité de jeu exceptionnelle partout où il passe. Donc, voilà, je pense que ça va jouer entre Bordeaux, Saint-Étienne et peut-être Rennes. Je pense honnêtement que Lorient et Nice, sur la durée, je sais pas. Ouais, je pense aussi, ça va rentrer un petit peu dans le rang. Voilà, ouais, faut faire attention au retour de Montpellier aussi, avec l'allègement de leur calendrier vu l'élimination des Coupes d'Europe. Attention quand même, parce qu'ils ont quand même des joueurs qui reviennent en forme. Utaka revient super bien. Voilà, tu me coupes l'herbe sous les pieds. Et déjà que je suis pas bien haut. C'est quelque chose d'important pour ce club. Julien, est-ce qu'il y a quelques petites réactions Twitter dessus, ou ça nous rejoint? On avait Jérémy toujours que concernant le podium, il nous disait tout simplement non, qu'il ne voyait pas Saint-Étienne sur le podium, sans plus d'explications que ça. Et voilà. C'est tranché. Voilà. Ouais, c'est tranché. Moi, c'est l'argument de l'année, quoi, on va les dire. Voilà, on voit bien que certains sentiments sortent de là, et tu viendrais sur Bordeaux aussi, pourquoi pas. Donc une petite dernière question pour Jean-Michel, parce que je voyais qu'il voulait peut-être un petit peu plus réagir. Toi, est-ce que Saint-Étienne, tu le vois tu t'es dit sur les 5 premiers, mais est-ce que personnellement tu mettrais peut-être pas un billet sur le podium alors?
Bah, le podium, c'est toujours difficile pour les raisons qu'on a évoquées, mais elles sont valables pour beaucoup d'équipes. Sur la saison, enfin sur ce que j'ai vu depuis le début de saison, je les vois dans les 5 et ce serait déjà une très belle saison. S'ils arrivent à être dans les 5 et pourquoi pas attraper une coupe, ce serait déjà une très belle saison. Après, dans les 3, faut voir. Mais c'est valable pour Marseille, c'est valable pour Bordeaux, c'est valable pour Rennes. On va voir après le mois de mars, parce que je pense qu'arriver au mois de mars sans beaucoup de blessures, sans beaucoup de suspensions, dans un état de fraîcheur intéressant, ça peut changer la donne sur un sprint final, parce qu'il faut avoir les moyens de pouvoir mettre un coup de collier encore pour aller chercher les dernières victoires. C'est là où je rejoignais tout à l'heure, je sais plus qui s'est exprimé dans le sens par rapport à Marseille, où je pense que eux-mêmes prient pour ne pas avoir de blessés jusqu'à ce mois de mars-avril, parce que alors là ils pourraient devenir assez dangereux, parce qu'ils ont un effectif avec beaucoup d'internationaux qui ont l'habitude de jouer la Champions League avec l'OM depuis quelques saisons. Et pour aller chercher ces derniers matchs, aller chercher des victoires parfois à l'arraché, il faut avoir aussi les nerfs solides. Donc je pense qu'eux, ils misent tout sur tout ça. Ouais. Ouais, de toute façon, Saint-Etienne, je pense qu'être dans les 5 premiers, gagner la Coupe de la Ligue, il prendra. Et c'est ça aussi peut-être le piège. Et souvent, on se rend compte que la finale de la Coupe de la Ligue, ça peut être, tu gagnes, donc t'es qualifié pour la Coupe d'Europe parce que tu te relâches pas, ou alors tu perds la finale et des fois ça te met un petit coup au moral. Donc il y a aussi ça, la demi-finale. Bon, pour l'instant ils sont qu'en demi-finale, donc ça peut être ça. Mais je pense que si Saint-Etienne gagne la Coupe de la Ligue et puis finit dans les 5 premiers, c'est clair que ça sera une super saison. L'année dernière, ils ont fini combien les Verts? Ils étaient dans les 10 premiers, 8e, ouais. Il me semble, ouais. 7 ou 8e, quelque chose comme ça. Ok. Non, mais c'est clair. Et puis une petite question aussi là-dessus, parce que vu que Saint-Etienne c'est un peu le diable lyonnais un peu aussi. On parlera aussi un peu de Lyon. Justement, j'aimerais bien entendre un peu Jordan là-dessus. Je me décale un petit peu du sujet, mais Lyon va perdre 2 joueurs ce mercato. En tout cas, si il y a des offres, hein, bien sûr. Je vais bien entre parenthèses, si il y a des offres, parce que Aulas veut vendre. Jordan, pour toi, est-ce que Lyon s'y perd 2 joueurs, donc on ne sait pas qui ça sera, mais à mon avis, ça partirait bien sur Gomis, il y a des offres sur Gomis, et peut-être Bastos ou peut-être un autre joueur. Ouais, là, s'ils perdent ces mecs-là, on dit sur le podium sûr, ça peut leur faire mal. Hein. Justement, Jordan, est-ce que tu penses pas que c'est un gros point noir? Est-ce que tu penses qu'avec ces 2 joueurs perdus, on peut voir Lyon peut-être pas sur le podium? Ah ouais, ça changera totalement la donne. Quand tu vois Gomis, je sais plus le nombre de buts qu'il a mis depuis le début de saison. Mais il est derrière Ibrahimovic au niveau des buts. Ah, mais voilà, mais tu te rends compte, enlève Aubameyang à Saint-Étienne, enlève Ibra à Paris, voilà, c'est 10 buts. C'est 10 buts cette saison. Ouais, c'est pas négligeable. Et puis il leur fait du bien. C'est quelqu'un de beaucoup plus technique que Brandao, mais qui pèse tout autant. Donc voilà. Après pour il en loupe en plus. Hein. Ouais, mais tu peux pas en vouloir à des joueurs comme Gomis, comme Brandao d'en louper parce qu'ils se donnent tellement pour l'équipe. C'est aussi, je trouve ça extrêmement sévère et facile de taper sur ce genre de joueur. Sachant que Baffé est beaucoup plus habile avec ses pieds, attention. Gomis, ça tape pas trop sur Gomis, hein. T'inquiète pas, ça tape pas parce qu'il a marqué 10 buts, hein. Ouais, ça s'est calmé un petit peu, ouais. Au début non, mais ce sont des joueurs qui sont pas spectaculaires et automatiquement ils sont moins beaux à voir et on les aime moins à cause de ça. Gomis, il est plus beau à voir que Brandao, hein. Franchement, c'est pas le même style de joueur non plus. Hein. Bien sûr, puis Bastos, il a quand même pas beaucoup joué cette saison, donc je pense que par contre, dans le cas de Bastos, ce serait une bonne affaire peut-être pour Lyon. Économiquement, moi je sais pas leur compte ni rien, mais il a peut-être un peu moins joué surtout, et puis il a une valeur marchande qui est quand même encore intéressante pour le club, pour le revendre, donc pourquoi pas. Après, il y a peut-être un mec comme Gourcuff qui a une valeur marchande aussi, mais c'est un joueur tellement exceptionnel qui pourrait leur faire du bien quand il reviendra, qui sera un peu débarrassé de ses soucis physiques. Toi, Christopher, t'y crois pas du tout alors Aulas qui avait dit, vu la place, ça dépendra de la place, mais peut-être qu'on vendra pas. Parce que non, j'y crois plus du tout. Pourquoi? Parce que je l'ai entendu sur Canal. Non, mais c'est pas avec des champions, quoi. Vaut mieux peut-être garder l'effectif, se qualifier, que vendre des joueurs et se trouver en Europa League, non?
Ah non mais ça c'est je suis tout à fait d'accord avec toi, et de garder ses joueurs et de faire une bonne saison. Il pourrait faire une super bonne saison, détourner complètement, de faire de belles choses avec Paris, mais comme je l'ai dit, il perdrait 2 joueurs, en plus Gomis qui est très bon, et enfin, c'est bien parti pour qu'il parte en tout cas. Et puis Bastos, même s'il joue un peu moins, en tout cas sur ces 2 derniers matchs, était quand même meilleur, revient un peu mieux, mais c'est pas encore le grand Bastos qu'on a connu un petit peu à Lyon et à Lille aussi, hein. Mais voilà, il y a des mésententes avec Aulas, et ça c'est sûr et certain, parce qu'il y a eu on le rappelle pas assez, mais avec Aulas et Gomis, on sait très bien ce qui s'est un peu passé en parlant des gros salaires. Aulas avait très bien, en montrant du doigt Gomis, quoi. Donc tu penses pas c'est plus Gourcuff qu'il aimerait bien se débarrasser, parce que non. il est là, on peut pas dire que c'est une super bonne saison. Il fait un début de saison énorme. Je ne le vois pas partir, en sachant qu'il a mis des millions. Il va falloir qu'il reprenne beaucoup. Alors personnellement, je pense que s'il le perd cet hiver, ça va être un gros manque à gagner, parce que s'il fait une très bonne saison cette année, l'année prochaine, oui, en été, il pourrait peut-être le vendre aussi cher qu'il l'a acheté. Donc, mais c'est marrant, moi j'ai l'impression que ça fait plus mal de perdre Bastos et Gomis que de perdre Gourcuff. Peut-être que je me trompe, hein. Et ben, Jean-Michel, un petit mot justement sur Lyon, et puis après on finira là-dessus. Déjà les cas sont un petit peu différents, quoi. Ah oui, comme on parlait de l'investissement qui a été fait pour Yo Gourcuff, pouvoir rentrer dans ses frais, si je peux m'exprimer ainsi, dans l'état actuel c'est compliqué. Maintenant on sait que vu le début de saison que faisait Johan avant qu'il se prépare au genou, il faisait une saison, je pense, conforme à ses espérances. Maintenant, pour parler de Bastos, c'est quelqu'un qui avait très peu joué. Là, il revenait encore de blessure au dos. Et puis dans le 4-3-3 ou dans le 4-3-2-1 instauré par Rémi Garde, Lisandro jouait sur un côté et il jouait avec une seule pointe avec Gomis. Je pense que le gros manque serait le départ de Gomis, mais bon, pour moi il n'est pas encore acté, quoi. Même si voilà, ça dit dimanche qu'il y avait des offres, je pense qu'elles sont là. Maintenant, est-ce que Baffé aussi, ça c'est autre chose. Il veut 10 millions, voilà. Donc c'est beaucoup. Ouais, donc est-ce que Baffé aussi a envie de partir? Ça c'est autre chose, quoi, parce qu'on parlait de grands clubs comme Liverpool, comme Chelsea. Certes, ce sont de très gros clubs, mais ce sont aussi de très gros clubs quand des gens, voilà, quand des joueurs qui sont en place. Donc, à mon avis, Jean-Michel, tu crois pas que si jamais il y a, comme tu dis, Chelsea ou Liverpool, je pense qu'il y va en courant, Gomis, hein. Moi, j'en suis pas sûr, hein, parce que connaissant un petit peu Baffé, je pense que c'est déjà quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui aussi sur d'autres valeurs que l'aspect purement footballistique. Et puis aussi, il faut pas oublier qu'il a fait son retour en sélection, donc même s'il n'a pas encore le statut en sélection d'un mec comme Karim Benzema, il sait très bien qu'en mettant des buts régulièrement à l'Olympique Lyonnais, c'est beaucoup plus simple que même si c'est un gros club comme Chelsea ou Liverpool, mais d'avoir un temps de jeu qui ne lui est pas garanti, quoi. Très bien. Eh ben, écoutez, messieurs, je pense qu'on a été assez complet justement sur ce deuxième débat à la SSE, mais on a débordé un peu sur Lyon. Je voulais avoir l'avis de Jordan surtout. Allez, on va passer tout. Merci pour les autres. Et puis, il y a l'avis aussi des autres, bien sûr, de mes chroniqueurs automatiquement. Jordan, vas-y, t'as dit quoi? On s'en fout de Paris, c'est bon, vous avez gagné le championnat avec 100 points d'avance, ça va. J'ai pas dit ça, j'ai dit merci pour les autres parce qu'il a dit on voulait l'avis de Jordan. Ah. Oui, bien sûr. Il avait coupé son casque 30 secondes, Jordan, c'est pour ça. Allez, on va passer au pronostic, messieurs. Pronostic, alors allez-y les tweetos, hein, si vous voulez pronostiquer en même temps. Le premier match, ça sera Lille-Montpellier. Donc dernier match de cette année 2012. Pour toi, Jordan, pronostic, Lille ou Montpellier? Oh là là. Oh là là, ouais, le gros match. Bah ouais, attends, là c'est pas facile. Montpellier. Allez, je me mouille. Montpellier parce qu'ils font un retour très intéressant et je sais plus lequel de vous a dit que les joueurs revenaient en forme. Oui, voilà. c'est moi. Voilà, c'est toi. Je pense que ça peut faire quelque chose. Puis Lille qui est pas extrêmement bien non plus, quoi. Julien, attends, non, on prendra après, justement, s'il y a peut-être quelques réactions tweetos, on reviendra vers toi. Xavier, ton pronostic? Paris. Ah, pardon. On va parler de Montpellier, là, voilà, super. Oh, le mec, quoi. Non, moi, justement, je pense pas, je vois Lille s'imposer.
C'est marrant, mais je les vois pas perdre chez eux, Lille, parce que on en a pas parlé tout à l'heure, mais à un moment, est-ce que aussi ils vont pas revenir dans la course, parce que c'est pas possible que cette équipe, ils ont perdu Hazard, c'est vrai. J'ai l'impression que ça va un petit peu mieux là. Ouais, ils sont loin quand même, au niveau du jeu de l'année dernière. Jean-Michel, ton avis, Lille ou Montpellier? Moi, je vois un nul. Ah, il voit un nul. Ah, tout le monde ne voyait pas un nul, c'est très bien. Je vois un nul. Tu vois pas du tout Lille gagner avec les difficultés qu'ils ont en ce moment. Si, bien sûr, parce que ils peuvent se mettre à la hauteur de l'événement. Ils vont jouer. C'est un très bon match à jouer, j'imagine, mais non, je vois un nul. Ok, très bien. Un nul pour Jean-Michel. Julien, ton pronostic avec les pronostics des Twittos. Alors, moi personnellement, je miserais sur la bonne forme également de Montpellier. Je vois pourquoi pas des buts d'Outaka, justement très en forme, et de Camara si son entraîneur veut bien le laisser jouer. Et Jérémy sur Twitter, lui, veut rejoindre l'avis de Jean-Michel et voit un nul. Ah, très bien, ok. Match nul. Et pour ma part, moi, je vais suivre justement Jordan parce que bah voilà, Lille sont complètement dans la tourmente, ils sont de moins en moins bien, et ça doit être aussi mental. Beaucoup de mental même, je pense qu'il y a un gros truc au club qui doit se passer. Donc oui, Montpellier, victoire de Montpellier pour ma part aussi, et pas match nul, mais victoire de Montpellier. T'as perdu. Ah, j'ai perdu, voilà. Surtout ne pariez pas sur la victoire de Montpellier. Allez, deuxième pronostic. AS Roma, Milan AC. Donc, tu es quoi plutôt, Jordan, toi? Tu serais plus un match nul, toi, vu comment t'es parti là? Non, AS Roma. Ah, l'AS Roma, avec un but de Pjanic? Bah oui, si ça se fait plaisir. Je sais pas, peut-être que tu le connais parce que Pjanic, je sais pas. Je connais pas. Il me semble que j'ai joué contre un jeune, mais je ne connais pas. Mais par contre, je vois un petit 2-1 pour la Roma avec un but d'Al-Sharawi parce qu'il marque à tous les matchs. Donc voilà. C'est vrai que lui, il cartonne à fond. Ton pronostic, Jean-Michel? Moi, je veux une victoire de l'AC Milan, obligé. Et je peux pas dire autre chose de toute manière. Une victoire 2-1. Et voilà. Le Milan AC il revient très bien et même si c'était au fond du trou, de toute façon, le Milan, victoire. Le Milan, ouais, on sait que t'es fan du Milan. On sait. Ouais. Xavier, ton pronostic? Bah justement, je regardais moi là parce que la Roma ils sont 6e avec 29 points et le Milan ils sont 7e avec 27 points, donc c'est un match important. Hein. Donc c'est vrai que Milan ils reviennent bien parce qu'ils étaient mal à un moment. Mais j'ai du mal à les voir s'imposer à la Roma. Moi je vais suivre Jordan et Dieu sait que ça me fait pas plaisir. Hein. Ouais, je vois bien la Roma avec un but de Totti. Oh, ah bah alors à mon avis la cote elle doit être énorme, hein, je pense. Hein. Julien, ton pronostic et les pronostics des Twittos? Alors, moi je vois plutôt une courte victoire du Milan AC par un but d'écart. Sur Twitter, on n'a pas de pronostic encore, mais on a Clément Mirabel qui, avec un petit peu de retard, nous parle un petit peu de Lyon et nous dit, alors ça, je vous en parle parce que ça peut être surprenant ou pas d'ailleurs, que Lyon a plus de chances de produire du jeu avec un joueur comme Rachid Ghezal qu'avec Bastos et qu'il encourage le club à vendre ses joueurs et à faire confiance à la relève. Voilà, pourquoi pas. Clément qui a fêté ses 18 ans ce dimanche. Oui, Clément, c'est voilà, bah comme ça c'est dit. Et puis Clément qui fait partie de la station RTS Radio. Tout à fait. Ok. Donc pour ma part, moi je verrais plus un match nul, match assez serré quand même. Justement, comme tu le dis, Xavier, le championnat est assez serré là-bas. Et le Milan va devoir faire un résultat pour remonter très vite au classement. Mais bon, pour moi, ça sera un match nul. Allez, dernier match à pronostiquer. Marseille, Saint-Étienne. Alors là, pour Jordan, ça va être très dur. Justement, le gros match, comme il l'annonçait. Donc, ton pronostic, Jordan. Joker. Est-ce que Christophe Galtier va gagner alors? Ce qui est marrant, c'est que à Arles-Avignon, dans le staff de préparateur physique, c'est le fils d'Eli Bop. Ah bah voilà, comme ça au moins c'est fait. Est-ce que tu t'imagines tout ce qu'on s'envoie dans la tête depuis 2-3 jours en ce moment? Ouais, voilà, là ça va être dur. Donc, j'ai pris un papier, j'y ai mis la compo de synthé qui va sûrement y avoir.
Et puis j'ai dit tiens, donne ça à ton père, il est sûr de gagner avec ça. Et c'est marrant, moi je croyais que t'étais plus, t'es vraiment, enfin t'as le cœur stéphanois, je crois que c'était Marseille plus toi, non? Ouais, moi j'ai grandi à Avignon, enfin j'ai grandi en âge à Avignon, donc j'ai été supporter de l'OM. Mon père a joué à l'OM pendant des années, il était formé là-bas, puis je me suis pris de cœur à Saint-Étienne depuis qu'il est numéro 1 et on va dire que je suis plus supporter stéphanois que marseillais maintenant, même si j'adore toujours autant Marseille et que quand ils peuvent taper Paris, ben ça me fait plus plaisir quoi. Mais tu sais, heureusement que t'es joueur de foot et qu'on te doit le respect, parce que sinon on aurait pu te traiter de footix, hein. Attention. Ouais, vous pouvez me traiter ce que vous voulez, c'est comme ça. Non, mais franchement, moi, juste comme ça, moi, je voulais dire, c'est que Saint-Étienne, c'est vrai que c'est un club, moi, voilà, j'ai grandi en étant supporter de Paris. Mon grand-père il me disait toujours, t'aurais connu Saint-Étienne à l'époque, je suis sûr que t'aurais été pour ce club-là. Et quand je vois la ferveur qu'il y a là-bas, je comprends qu'on puisse devenir amoureux de ce club-là, parce qu'il y a une passion autour de ce club. Ouais, c'est ça. Plus beaucoup en France, hein, ce qui disparaît un petit peu malheureusement. Tu vas au stade, t'es pris, quoi. T'es pris par les supporters, par l'histoire, par un peu tout. Moi, je sais, mon père a été à Sochaux, il a été à Lyon, il a fait le doublé avec Lyon. Enfin, il était adjoint, mais j'étais pas du tout supporter de ces équipes-là à ce moment-là, tu vois. Je me souviens d'une époque où il jouait contre Marseille. Il était à Lyon, il jouait au Vélodrome contre Marseille et j'ai envoyé des messages après le match, on vous a giflé, enfin tu vois, plein de voilà. Maintenant je suis à fond derrière Saint-Étienne, mais c'est des matchs pour moi qui sont crève-cœur parce que voilà, puis c'est tellement difficile à pronostiquer aussi, donc je vais dire une victoire de Saint-Étienne. Ah bah je sais pas, c'est bizarre, ça m'étonne moyennement. Jean-Michel, ton pronostic, alors Marseille ou Saint-Étienne? Alors Jean-Michel automatiquement va dire Saint-Étienne parce que voilà. Ah ouais, parce que vu je il faut pas dire l'OM. Oui, il y a trop de raisons là. Déjà une, c'est contre l'OM. De deux, vu que je les vois dans les 5 premiers, il faut bien prendre des points. Voilà, bah, c'est pas plus, là. Oui, et en plus, au moment du derby, Obama nous avait dit qu'il réservait une célébration un peu spéciale, mais depuis, il n'y a pas eu un ballon au fond, donc j'espère bien qu'il va marquer dimanche pour qu'on puisse voir ce qu'on devait voir. Et puis en plus, à chaque victoire de Saint-Étienne, il y a une chanson sympa dans le vestiaire, donc je vais finir par me dire, tout est réuni pour que l'OM perde. Ah, mais c'est vrai que sans rire, Marseille va peut-être prendre le jeu à son compte et ça va peut-être favoriser les espaces pour Aubame et pour les autres, quoi. Non, mais c'est la vérité. Ouais. Ça, par contre, je te rejoins tout à fait là-dessus, Jordan. On voit que, voilà, on l'a bien vu sur le match du derby. On voit que quand il y a une équipe assez regroupée derrière, c'est un peu dur. Et Bordeaux l'a fait aussi. Et voilà, ça a été dur pour Saint-Étienne. Voilà. Mais ils en ont eu des occasions contre Bordeaux. Ouais, on est vraiment pas d'accord sur ça. A besoin d'espace, comme tu l'as dit tout à l'heure. Il y a de grands joueurs, il y a des bons joueurs qui prennent justement ces espaces. Et quand ils sont pas, il manque peut-être justement à ce moment-là un créateur qui fait que ça déclenche qui déclenche des espaces. Mais bon, ça après, reste. est-ce que c'est à Marseille de prendre le jeu en compte dimanche ou pas? Avec 8 points d'avance, c'est peut-être pas à Marseille de prendre le jeu en compte. Et voilà, et Libo va peut-être la jouer, comme tu dis, tactique justement. Julie. Ouais, mais ils peuvent Saint-Étienne peut imposer son jeu aussi. Oui, mais bien sûr. Xavier, ton pronostic là-dessus? En sachant qu'il y a le titre de champion d'automne qui joue quand même. Et même bon, si c'est un peu symbolique. Moi, tout à l'heure j'ai dit que Jordan, on pourrait traiter. Certains pourraient être traités de footix. Bien sûr, je rigole parce que on s'envoie des petits pics tous les deux à chaque fois. On y a le droit. Et moi, je vais surprendre tout le monde parce que je te cache pas que je verrais bien une victoire de Saint-Étienne. Enfin, j'aimerais bien, ça me chagrinerait pas trop, à la limite. Mais c'est marrant, je vois Marseille gagner ce match parce que ils ont perdu 2 matchs chez eux où ils ont pris quand même de petites raclées. Et pour finir la saison, là, ils ont pas le droit à l'erreur, quoi. Et s'ils veulent garder leur place sur le podium, en plus, ils peuvent prendre quelques points d'avance. C'est marrant. Moi, si je devais pronostiquer, peut-être que j'aurais plus le pronostic de mettre Marseille. Même si, Saint-Étienne, ça me ferait plaisir. Je vais pas te cacher, surtout que c'est une équipe sympathique. Ouais, mais c'est sûr, c'est possible aussi. Julien, ton pronostic avec les pronostics des Twittos? Alors moi, pour ma part, je vois un match assez fermé malgré tout et je vais me ranger du côté des Twittos qui nous prévoit un match nul. Ah, ok, très bien. Match nul. Et moi, pour ma part, c'est un match qui est retransmis sur Canal+. Ça fait déjà 2 matchs qui est retransmis sur Canal+, que moi, personnellement, je regarde et que je m'ennuie, faut pas le cacher. C'est lesquels? Le derby.
Et puis, Paris, c'était quoi ce week-end? Lyon. Paris-Lyon. Ouais, Paris-Lyon, je me suis fait chier. Ouais, fallait regarder Barça Atlético aussi. Ouais, non, Jordan. Alors, je tiens à te le dire ce soir. J'étais sur mon PC en train de regarder, le PSG. Et justement, c'est pour ça que je t'ai tweeté un petit truc. Et, justement, je regardais sur la télé, avec beIN Sport, le Barça qui était beaucoup plus intéressant. Que Barça Atlético justement, qui était un match, ouais, je trouvais un peu. Tu vas pas dire que tu t'es emballé sur Lens Guingamp hier. Ah non, mais je me suis endormi, donc ce sera plus simple. Clairement, je me suis fait chier. Donc oui, par contre, mon pronostic, ça sera un match nul pour moi. Marseille-Saint-Etienne, ça sera un match nul. Par contre, là, je parierais sur un gros match, même si c'est Canal+ qui retransmet. Je pense que ça pourrait être un très très beau match qui peut s'ouvrir assez rapidement, en tout cas des buts assez rapidement. Voilà, les pronostics sont terminés. On va conclure cette émission qui a été très très fournie. On va remercier notre invité Jordan Galtier, un ami de l'émission. Merci beaucoup d'être passé. Je te ferai pas la phrase de l'émission, tu la connais par cœur, pas besoin de la dire, tu sais la faire sans aucun. Surtout que je l'ai faite à l'aise la dernière fois. Ouais, et puis Ludovic Butel s'est loupé, donc peut-être qu'ici il nous entend, il va peut-être te vanner demain sur la quiche. Ça, on saura peut-être jamais l'explication, mais en tout cas, bonne quiche à toi, j'ai envie de dire. Voilà, je sais pas si ça veut dire cette explication, les mecs, hein, mais. Non, mais je suis un peu déçu ce soir parce qu'il y avait quelqu'un sur Twitter, enfin une jeune demoiselle qui était venue me dire prépare-toi, je vais te chicoter, pas t'inquiéter. Ouais, on l'a pas vu finalement. On l'a pas vu. C'est vrai. On a vu personne et puis je me rends compte que les femmes elles sont un peu comme ça quoi. Ah ouais. Oh là là, ça t'a collé. Billy. Bah, écoute, j'y demanderai d'écouter bien le podcast à la fin, parce que moi aussi je suis déçu de pas l'avoir vu. Mais moi je m'attendais qu'elle vienne, qu'elle participe à l'émission toute la soirée, ça aurait été énorme. Là j'en ai pas dormi de la nuit, je me suis mis la pression. J'ai dit si je bafouille, je vais passer pour un petit merdeux, tout ça. En plus il y a Jean-Michel Badian qui est là, tu vois, je voulais pas non plus baisser. Ah ouais, attention, avec Jean-Michel, je t'avais mis la pression, je t'avais dit, il y avait Jean-Michel. Ouais, grosse pression. Puis finalement tu vois, sereine, voilà, comme quoi. Ah, t'as été présent. Solide sur les appuis. Il a été là. Tout le temps, il est petit, mais je veux dire, il est solide sur les appuis. On dirait c'est le petit Valbuena de Arles Lavignon, les gars. Non, je suis plus grand que lui, alors, s'il te plaît. Ah, merde. T'es un petit peu plus grand, alors. Ah, c'est vraiment pas de grand chose. Allez, merci. Merci à vous. Allez, merci à tous mes chroniqueurs. Jean-Michel Badian, Xavier, Julien. Je refais encore un gros bisou à Thomas qui pouvait pas être là ce soir. Un gros bisou aussi à Émilie, à tous mes autres chroniqueurs, aussi à Chris, à Brice, qui n'étaient pas là ce soir. Merci à eux. Et puis, écoutez, messieurs, je tiens à vous dire que c'était une très très bonne émission. C'est la dernière de 2012. Donc voilà, on revient en 2013 à partir du 8 janvier, le mardi 8 janvier, avec notre parrain, justement, que quelqu'un s'est moqué de cette émission. Je dirai pas le nom. Merci à vous tous. Bonne fête de fin d'année. Et quand on aime le foot, on parle foot, même au pied du sapin. Allez, salut, ciao. Valentina partiu, pé esquerdo, uma bomba! Gol! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat.